Israël a frappé l'Iran cette nuit, les amis. Trump était au courant et là, on peut dire que le monde entre en zone rouge. Je vais vous expliquer tout ça en détail, mais avant, s'il vous plaît, partagez cette vidéo, commentez-la et allez signer surtout la pétition dont le lien est en description ou autour de cette vidéo ou en commentaire. C'est hyper important, c'est une pétition officielle qui est sur le site de l'Assemblée nationale. Il suffit d'aller se connecter via France Connect, vous signez, ça prend 2 secondes. Et si vous ne savez pas comment opérer via France Connect, vous avez un tuto sur ma chaîne YouTube qui vous explique tout de A à Z. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, cette nuit, le monde a franchi une ligne rouge. Israël a attaqué l'Iran. Alors, on n'est pas sur une frappe symbolique, on n'est pas sur une opération clandestine. Non, non, on est sur une opération stratégique, bien calculée, une frappe militaire majeure, officiellement assumée. Et ce n'est pas tout. Donald Trump, président des États-Unis, était parfaitement au courant. Il ne l'a pas empêché, bien au contraire. Il ne l'a pas condamné non plus. Il l'a laissé faire. Et maintenant, c'est la planète entière qui retient son souffle. L'objectif d'Israël, c'était frapper fort, taper là où ça fait mal, créer une espèce d'onde de choc, montrer que Israël ne reculera devant rien. Et donc, ce qui a été ciblé, ce sont des endroits qui sont quand même stratégiques et des personnalités très importantes. On parle de l'usine d'enrichissement nucléaire de Natanz, qui est le cœur du programme nucléaire iranien. On parle des bases militaires autour de Téhéran, dont celle de Parachine, un haut lieu du développement balistique. On parle des quartiers ultra sécurisés qui logent des hauts commandants des gardiens de la Révolution, des immeubles civils à Téhéran pour viser des réseaux de soutien et créer un effet de panique, des officiers supérieurs de l'armée iranienne. Et les premiers bilans qui n'avaient pas été confirmés au départ parce que c'était trop tôt ce matin, mais là ça y est, ça a été confirmé par Téhéran. Eh bien, on parle de la mort de Hossein Salami, qui est le chef des gardiens de la Révolution. On parle de l'élimination de plusieurs scientifiques nucléaires, de dizaines d'officiers supérieurs tués aussi ou portés disparus. Et donc, on est sur une opération chirurgicale, mais massive, qui vise clairement la tête du régime. On n'est pas sur une provocation là. Là, on est sur une tentative de décapitation stratégique du régime iranien. Et Trump, dans tout ça, eh bien, il l'a confirmé qu'il était au courant, il l'a dit, il savait. L'attaque avait été évoquée en coulisses, le Pentagone et la CIA étaient briefés. Et malgré les déclarations officielles d'absence d'implication américaine, eh bien, les faits sont là. Les États-Unis n'ont pas bougé un doigt pour l'empêcher. L'ambassade US à Bagdad a évacué une partie de son personnel dès mercredi. Le département d'État a autorisé le départ volontaire des familles de soldats stationnés au Moyen-Orient. Tout ça a bien été fait en amont de l'opération. Le message est limpide. Les Américains ont donné leur feu vert, silencieux, calculé et meurtrier. Alors on pourrait se demander pourquoi ils ont fait ça maintenant. Eh bien parce que les planètes étaient tout simplement alignées. Parce que stratégiquement, là, c'était la fenêtre de tir parfaite pour Israël. Vous allez comprendre pourquoi. On a d'abord un Hezbollah qui est complètement exsangue. Après des mois d'affrontements dans le sud Liban, il a été complètement affaibli. Pareil, rappelez-vous, le chef du Hezbollah a été éliminé. Celui qui arrivait après, pareil. La force Radouane, pareil, donc qui étaient les forces spéciales du Hezbollah. Gaza est détruite. Le régime de Assad est tombé. Le régime syrien d'aujourd'hui essaye de remonter un pays comme il peut, donc il est plus occupé en interne plutôt qu'en externe. Le réseau de l'axe de la résistance Hezbollah, milice irakienne, Houthi au Yémen, est désorganisé, infiltré, démoralisé, et surtout les négociations sur le nucléaire iranien ont totalement échoué. Du coup, l'Iran a accéléré l'enrichissement de son uranium selon 2 rapports récents de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Le régime iranien a refusé tout accès complémentaire aux inspecteurs. Et donc les conséquences sont terribles pour l'Iran puisque Israël a jugé que le temps de la diplomatie était totalement terminé. Israël s'est senti menacé et donc ils ont frappé. Et les États-Unis de Trump dans tout ça, eh bien approuvent puisque quand on remonte quelques jours en arrière et on entend la déclaration de Donald Trump, il y a un journaliste, ça m'a frappé, puisqu'un journaliste lui posait la question pourquoi les troupes se retirent un peu partout au Proche-Orient, pourquoi vous agissez comme ça, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, il a répondu clairement, vous verrez dans les prochains jours. Et donc maintenant la question qui se pose, est-ce que l'Iran va répondre? Avec quoi? Comment? Alors c'est une évidence, l'Iran va réagir, ils ont commencé par envoyer une centaine de drones, mais bon, ça ils savent très bien que c'est voué à l'échec, mais ils doivent réagir plus fort, ils n'ont pas le choix. Si le régime reste passif, eh bien il va s'effondrer de l'intérieur. S'il répond trop faiblement, il va perdre toute crédibilité dans le monde chiite. Et s'il répond trop violemment, eh bien il risque une guerre totale. Le régime est totalement piégé là. Mais il faut quand même garder à l'esprit que l'Iran a encore des capacités, même s'il est affaibli. Ils ont des milliers de missiles balistiques à longue portée, des drones de combat kamikazes de conception locale, des cyberarmes sophistiquées, un réseau d'alliés et de milices
de l'Irak au Yémen en passant par le Liban, malgré l'affaiblissement de ces milices. Et surtout les bases américaines dans la région qui sont à portée de tir des missiles iraniens. Donc on a le Qatar, on a Bahreïn, on a le Koweït, on a l'Irak, on a la Syrie, les Émirats. Tous ces pays abritent du personnel US. Et donc ce sont des cibles potentielles. Quand on parle de réponse, on ne parle pas que de réponse directement sur l'État d'Israël. Non, c'est tous les intérêts qui sont dans la région. C'est pour ça qu'on est sur une poudrière, les amis. Et la question légitime qu'on pourrait se poser quand on voit tout ça, est-ce que le conflit peut devenir mondial? La réponse est oui. C'est clair et net. Oui, parce qu'il y a 4 niveaux de basculement possibles. Le premier niveau, c'est un conflit régional élargi. Si le Hezbollah entre dans la bataille, malgré son affaiblissement, eh bien le Liban s'effondre. Si les Houthis tirent sur Israël, l'Arabie Saoudite va réagir. Si l'Irak est frappé, les chiites irakiens attaquent les troupes américaines. Résultat, vous vous retrouvez avec un Moyen-Orient qui deviendra un champ de ruines. Le deuxième niveau, c'est l'implication américaine directe. Si des soldats américains sont tués, Trump devra obligatoirement répliquer. Et il sera entraîné dans un conflit qu'il ne voulait pas, mais qu'il aura rendu inévitable. Troisième niveau, c'est la réaction russe et chinoise. Moscou pourrait utiliser cette guerre comme un levier en Ukraine. Pékin pourrait l'exploiter économiquement. Le chaos profite aux puissances qui veulent briser l'hégémonie occidentale. Il faut garder ça à l'esprit, les amis. Et le quatrième niveau, eh bien, une crise mondiale systémique. Hausse des prix du pétrole et du gaz, crise énergétique en Europe, inflation inarrêtable, un chaos boursier, un effondrement de tous les accords commerciaux. Et là, vous voyez bien que toutes les conditions seront réunies pour que ça s'embrasse complètement. Et la question aussi qui se pose, c'est l'Europe dans tout ça. Comme à son habitude, inexistante, totalement absente, spectatrice, dans un attentisme de voir ce qui va se passer, ce que les Américains vont décider pour que justement les Européens s'alignent. Pourquoi? Eh bien parce qu'on n'a pas d'autonomie stratégique, on n'a pas de politique commune et on n'a aucun levier militaire. Et pourtant, je peux vous garantir que c'est encore l'Europe qui va payer la facture. Explosion des prix à la pompe, instabilité monétaire, perte d'accès aux routes commerciales avec le canal de Suez, risque d'attentats sur le sol européen et vague migratoire massive. Pendant que Macron nous parle de souveraineté, eh bien, il regarde Trump et Netanyahou jouer avec des allumettes au-dessus d'un baril de poudre. Voilà. Et comme avec ce qui s'est passé en Ukraine, eh bien, l'Europe sera une des victimes collatérales. Voilà. Donc, en conclusion, et je terminerai là-dessus, eh bien, le monde vient de basculer, les amis. C'est pas un jeu d'échecs, là. On est sur une dissuasion mutuelle. C'est un assaut. C'est une guerre réelle. Et les questions qu'on doit se poser sont brutales, mais comme je vous dis toujours, on reste dans le réel. D'abord, est-ce que le régime iranien va-t-il s'effondrer? Est-ce que Israël peut supporter une guerre prolongée sans soutien américain direct? Quand on dit direct, c'est pas juste envoyer des munitions, envoyer des hommes, les aider dans les frappes. Est-ce que Trump veut réellement un conflit ou alors il est dépassé par l'engrenage? À qui va profiter cette guerre? La Russie, la Chine, la Turquie? Est-ce qu'il va y avoir un chaos généralisé? Bien évidemment, j'ai aucune réponse à ces questions, mais ce qui est sûr, c'est que plus rien sera comme avant. Là, le Moyen-Orient est beaucoup plus qu'une poudrière, les amis. C'est un volcan en éruption. Et l'onde de choc va se propager bien au-delà de la région. Donc bienvenue dans le nouveau monde, les amis, celui des frappes préventives, des alliances un peu bizarres et de la loi du plus fort. Voilà, c'est comme ça que ça va se passer à partir de maintenant, je pense. Et pendant ce temps, eh bien les peuples, qu'est-ce qu'ils font eux? Regardent ailleurs. Jusqu'à ce que ça leur explose au visage. Malheureusement, c'est comme ça. Merci de m'avoir écouté, les amis. Je vous demande de partager s'il vous plaît cette vidéo, commentez-la, likez-la, dites-moi ce que vous en pensez de tout ça et allez signer la pétition qui est en lien en description, en commentaire ou autour de cette vidéo. Allez, je vous souhaite une bonne journée.